L'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui a été auditionné hier matin de très tôt donc par le juge Ramonsi Taximé qui instruit le dossier Petro-Caribé. Et vous avez entendu les quelques mots lâchés par l'ex-chef de gouvernement suivi des déclarations de son avocat, Maître Mario Delcy, et l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui a envoyé les journalistes au parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour constater les 25 stades qu'il a toujours dit avoir construit grâce au fonds Petro-Caribé. Le sénateur Yuri Latortue qualifie de vaste plaisanterie l'audition de Laurent Lamotte par le juge Ramonsi Taximé. Monsieur Lamotte, qui est rentré au pays hier soir, jeudi soir, devait repartir hier après l'audition, quoi savoir l'élu de l'Artibonite. Pour Yuri Latortue, le juge Ramonsi Taximé devait procéder à l'arrestation de Laurent Lamotte. Il assure que le procès Petro-Caribé aura lieu coûte que coûte. Yuri Latortue. Sans vaste plaisanterie. Le Premier ministre Laurent Lamotte est entré dans le dernier vol hier soir là, soit le jeudi, et le programmé pour le partir dans le vol matin à vendredi. C'est-à-dire que son bail qui est programmé, que d'après un juge là, tel l'heure, il a passé un temps, et puis après il l'a parlé. Comment on pour qu'on parle devant le juge d'instruction, et puis avec dossier ça présenté à côté que sous Premier ministre Laurent Lamotte, environ 5 résolutions, plus ça qui était pris sous ministre Connier là, qui est exécuté sous Premier ministre Lamotte, c'est-à-dire environ 6 résolutions, avec des dépenses environ de 900 millions de dollars, et dans 2 heures de temps, et puis tout est très beau, et puis le Premier ministre là, il y allait. Non, moi je pense que c'est une vaste plaisanterie, et que le juge s'est avilé. Moi je pense que leur jeune garçon, on va mettre tout dans la situation ça, juge la perdu crédibilité, et c'est peut-être ça, ouais, d'ici lundi, eh bien, plénière, avocat, on va demander pour accuser le juge là, parce que non, bah, comme ça, ça va être très sérieux, côté que le peuple là connaît que il y a 4 milliards 200 millions de gouttes qui dépassent, il a payé 20 à 22 milliards de gouttes à Venezuela par année pour payer une dette qui pas utile rien. Il y a de justice, tout le monde d'accord, tout le peuple a sorti dans la rue de ça, et puis c'est un cinéma comme ça, côté que ouais gagné et acteurs qui dans le film là, ouais c'est acteurs qui a déroulé, qui a fait cinéma, non dossier aussi sérieux, moi je pense que il n'est pas normal, son vaste plaisanterie, nous condamnons question ça là, et nous pensons que il faut vraiment que yo connaît que le procès ça l'a fait quand même, nous pas accepter plaisanterie ça yo, et que faut nous vivre dans une situation côté que comme ça qui est mal dépensé, il retournait dans la caisse de l'État. Où estimez juge Ramonsi Taximé était supposé tout qu'un ancien Premier ministre? Moi, je crois que après peut-être une journée d'audition, juge là, lui-même bagné l'autre côté pour l'aller, que Kembe, M. Lamotte, par rapport à toute anomalie, ça que les 3 rapports révélés. Est-ce que ça veut dire, sénateur, ancien Premier ministre Lamotte qui a quitté le pays là? Non, même nous, ça, c'est un voyage, c'est un promenade, côté que le Premier ministre a l'entrée, soit pour le repartir jeudi. Vous suivez Infovision. Un important changement a été opéré au sein du recommandement de la PNH. Le commissaire divisionnaire Mario Aubergiste a été installé hier à la tête de la direction centrale de la police administrative. Il remplace à ce poste l'inspecteur général Carl-Henri Boucher, l'inspecteur général James Boyard et le chef de cabinet du directeur général AI de la PNH Ramon Normil. Les précisions du porte-parole de la PNH, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Jeune. Nouvelle administration, dans le cadre de touche-pal, les commencer pour dans l'ensemble service qui gagne l'administration. Et d'abord, changement dans le niveau cabinet directeur. Sous ancienne administration, c'était inspecteur général Miguelite Jean-Maximé qui était fait office de chef de cabinet. Maintenant, avec l'arrivée de cette administration, inspecteur général James Boyard remplacé inspecteur général Miguelite Jean-Maximé dans le cabinet. Alors, inspecteur général James Boyard qui fait office de chef de cabinet pour l'instant sous ordre directeur général là et procéder à l'installation commissaire divisionnaire Mario Aubergiste qui t'a occupé fonction directeur général James Boyard qui fait office de chef de cabinet pour l'instant sous ordre directeur général là et procéder à l'installation commissaire divisionnaire Mario Aubergiste qui t'a occupé fonction estimer que tel policier capable d'utiliser dans un service, donc les prérogatives ça les mêmes pour bonne marche institution, pour le transférer, pour le muter un policier, quel que soit grade de en force à l'autre. Que c'est dans la logique ça, et le directeur de police là et envisager faire changement ça et probablement et l'autre changement qui est capable de venir encore.
Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole de la police nationale d'Haïti, autour de l'installation hier du commissaire divisionnaire Mario Aubergiste à la tête de la direction centrale de la police administrative. À noter que l'ambassadrice américaine à Port-au-Prince, Michelle J. Season, a effectué hier une visite à la direction générale de la PNH à Pétionville. Elle a eu des échanges avec le directeur général AI de l'institution, Ramon Normil, autour de la sécurité générale du pays. L'Institut mobile d'éducation démocratique a procédé hier au lancement d'une série d'activités professionnelles à l'intention de plusieurs dizaines de mineurs qui étaient en conflit avec la loi et qui ont récemment été libérés. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive au CERMICOL et à la prison civile de Port-au-Prince. Cette phase du projet durera 4 mois selon la directrice exécutive de l'IMED, Diego Scholl, nous en dit plus. 60 jeunes au total bénéficient de cette formation. Il s'agit de faciliter leur réinsertion dans leur communauté respective après leur libération. Selon la directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien. Réinsertion sociale Timoun, c'est-à-dire que les Timoun sorti dans centre yo, faut que Timoun ça lui-même gagne une façon spéciale, c'est-à-dire que pour que lui rentre dans réinsertion. C'est pour ça que fait que nous faisons un recrutement que nous arrivons pour 60 Timoun. Et c'est le lancement ça nous fait jeudi. C'est le centre d'appui à la protection sociale des enfants, CAPROSE, qui est chargé de former ces 60 jeunes. Au niveau de ce centre de formation professionnelle, ces jeunes auront la possibilité de suivre des cours dans 3 disciplines, notamment le carrelage et la calligraphie, fait savoir le directeur pédagogique du CAPROSE, Marc-Arthur Dorant. Nous allons recevoir des formations en carrelage, des formations en sérigraphie, des formations en calligraphie. Qui genre formation va dérouler, je me suis dit là, nous avons des professionnels, des techniciens qui qualifient pour une approche par compétence, 30% théorie, 70% pratique. C'est une formation sur mesure, côté que les nous finissons là-dedans, nous avons qu'à intégrer le marché de travail directement sans problème. Formation durée entre 3 à 4 mois. Environ 160 mineurs ont été libérés grâce au projet. Ketli Julien assure que l'IMED continuera de chercher d'autres fonds en vue de permettre aux autres 100 jeunes restants de bénéficier de cette formation qui doit contribuer à leur réinsertion dans la société. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Scholl. Intervenant hier à la traditionnelle conférence hebdomadaire organisée par le Bureau des avocats internationaux, le bâtonnier sortant de la capitale, maître Stanley Gaston, a dressé un bilan positif de ses réalisations. Justement, le thème de cette conférence était le barreau de Port-au-Prince soumet bâtonnat. Quel bilan? Maître Stanley Gaston s'enorgueillit d'avoir permis, je cite, au barreau de la capitale d'atteindre une dimension qu'il n'avait pas auparavant, notamment sur le plan international. Les propos de maître Stanley Gaston au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Disons que moi répondons à une invitation de BAI dans un contexte qui est très particulier parce que nous année électorale et on connaît avoir toujours suscité beaucoup d'intérêt, en pile passion. Donc que mon que les avocats, que pas avocat, il y a toujours besoin qu'on ait vraiment qui ça a passé en barreau. Et surtout que il y a pile monde tout, c'est des étudiants en droit qui quand veulent intégrer barreau, il y a besoin qu'on ait les conditions d'accès et autres. Donc c'est dans 400 là. Maintenant en termes de bilan, il y a tellement de choses que nous faisons dans barreau de manière générale. Donc c'est extrêmement difficile en 2-3 minutes pour que nous présentions un bilan. Mais ça que je suis capable de dire, si ma PC fait vraiment un résumé, c'est que barreau a mené des actions et sur le plan interne et sur le plan externe. Au niveau interne, barreau nous essayons de toucher plusieurs dossiers et par rapport à dossiers nous venons avec certaines méthodologies. Il y a des bagages que nous satisfaisons sur à 100%, mais il y a d'autres bagages tout, nous pas totalement satisfaits sur eux parce que nous avons rencontré certaines contraintes qui fait que nous pas toujours aller aussi loin que nous avons dans une série de bagages. Mais sur le plan international aussi, nous faisons pas de réalisations, notamment nous avons une dimension que pas qu'on avant. Les avocats haïtiens n'étaient pas connus, les barreaux haïtiens n'étaient pas connus, mais nous intégrons tous côtés, Haïti à l'international, nous portons à travers le monde, nous sur tout continent, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique, depuis qu'on côté avocats réunis avec ou sans invitation, nous envahissons l'espace. Et puis ça vient permettre que avocats haïtiens reconnus et ça vient faire que il y a un pile d'avocats haïtiens qui déplacés. Et là, nous faisons des déplacements, il y a un objectif que nous visons. Nous visons pour que nous en apprenions les bonnes pratiques. Parce que le fait que nous vivons sur une île, des fois nous complaisons nous à nous-mêmes.
nous pensons que nous, c'est nous qui plus beau, nous, c'est le centre du monde, et puis, nous, là, nous fait bac d'année en année. Mais le coup, nous avons déplacé, nous, ouais, qui ça, nous fait? Non seulement que nous échangeons avec eux, il y a des bagailles que nous avons qui positif, que nous apprendre de nous, mais de la même manière aussi, il y a des bagailles qui positif que nous apprendre de eux. Parce que, pas un secret dans fait pour là, monde dans son monde de plus en plus qui va aller vers la standardisation. Moi, quelquefois, on regarde qui ça, monde fait qui réussit l'autre bord, et puis nous venons ici avec nous adapter, parce que pas aucune raison, mais vraiment aucune raison pour que nous ne pas des barreaux en Haïti qui dans dimension des barreaux canadiens, des barreaux coréens, des barreaux français, des barreaux américains. C'est même gens avec nous, nous sommes arrivés là-dedans, mais le jour que nous décidons de travailler d'arrache-pied, nous sommes convaincus que si nous ne pas arriver dans 10 ans, nous arriver dans 25 ans, ou bien nous arriver dans 50 ans, mais l'important, c'est que faut nous mettre nos travail chaque jour. Si nous avons que nous faisons un succès, succès ça dit derrière nous, nous faut aller vers d'autres succès. Le rappel des principaux points développés dans la première partie du journal. Dossier Petro-Caribé, l'ex-premier ministre Laurent Lamotte s'était rendu de très tôt hier matin au palais de justice de Port-au-Prince où il a été auditionné par le juge Ramon Sitaximé en charge de l'instruction de cette affaire. Interrogé sur les 25 stades qu'il a toujours dit avoir construits avec une partie des fonds Petro-Caribé, M. Lamotte a invité les journalistes à se rendre au parc à Sainte-Thérèse de Pétionville afin de faire eux-mêmes le constat. Le sénateur Yoël Tortue qualifié de vaste plaisanterie l'audition de Laurent Lamotte par le juge Ramon Sitaximé. M. Lamotte, qui est rentré au pays jeudi soir, devait repartir hier après l'audition, quoi savoir l'élu de l'Artibonite. Pour Yoël Tortue, le juge Ramon Sitaximé devait procéder à l'arrestation de Laurent Lamotte. Volte-face du juge Jean Osner Petit Papa dans le dossier de corruption et de blanchiment d'argent impliquant le sénateur Nondy Louis. Après avoir libéré les 3 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire, le magistrat instructeur a décidé d'émettre des mesures d'interdiction de quitter le pays à leur rencontre. Il s'agit de Jimmy Ferville, Annel Nelson et André Auguste. Le juge Jean Osner Petit Papa a par ailleurs émis des mandats de comparution pour le 3 septembre prochain contre le chef de cabinet du sénateur Nondy Louis, Smikeshout, et la secrétaire générale adjointe aux affaires administratives du Sénat, Merlande Georges Casséus, qui sont eux aussi impliqués dans ce scandale. Le groupe de Petro Challengers non pas complice et qui au CSPJ en vue de solliciter l'intervention de l'instance disciplinaire et administrative du pouvoir judiciaire après la décision du juge d'instruction Jean Osner Petit Papa de libérer 3 personnes arrêtées dans le cadre du dossier de corruption et de blanc et de détournement de fonds publics impliquant le sénateur Nondy Louis. Un important changement a été opéré au sein du haut commandement de la PNH. Le commissaire divisionnaire Mario Aubergiste a été installé hier à la tête de la direction centrale de la police administrative. Il remplace à ce poste l'inspecteur général Karl-Henri Boucher. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Merci d'écouter Vision 2000 à la suite du journal. Le sénateur du centre, Willow Joseph, confirme que 3 portefeuilles ministériels ont été attribués au Sénat de la République. Il s'agit du ministère de la Santé qui a été confié au président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, celui de l'éducation au groupe des sénateurs pour l'équilibre politique, GCEP, et le ministère du tourisme à la sénatrice Dieudonne Luma Etienne, détaille Willow Joseph, sénateur pour l'équilibre politique GCEP, et le ministère du tourisme à la sénatrice Dieudonne Luma Etienne, détaille Willow Joseph. Il a tout il y a bien pour avancer et avancer qui côté qui ça dans vision yo. Si c'est pour moi-même, oui là beaucoup commencer besoin compter vote. Si c'est pour moi parce que après tant d'expérience qu'on fait, ni l'un des députés avec Jean-Mime Jacques-Edouard Alexis, avec l'autre qui passe. Tom fait dans le Sénat là. Si c'est pour une vraie révolution qui fait pas gagner 400. Pour un peu le monde dans journée aujourd'hui à la ratification faute sur Michel Souma qui est déjà acquis dans le Parlement. Peut-être pas chambre des députés. Bon, ok, ça c'est là qu'il a. On a coupé pour le sénateur Ronald Laroche qui va connaître le gouvernement partagé entre exécutif Parlement 50-50. Sénat gagne 3 et puis chambre des députés 6 ministères. J'entends me dire ça. Moi entendez que gagne tourisme dans le Sénat, moi entendez gagne éducation dans le Sénat, nous connaissons gagne santé qui est dans mes cantables.
mais qui va nommer Sénat. Et GPRD, qui ministère GPRD gagne? GPRD pas un ministère. Si le ministère, comme moi entendez dit que c'est Dieudonne qui gagne touriste, ok, moi entendez ça, mais Dieudonne pas dit nous que le gagne touriste. Ok, mais il pas dit nous ça. Il dit même le dit nous gagne touriste, le problème là c'est pas une question de ministère, c'est une question de pays où il y a un ministère. À part de Gaviol Florent, député de Gain, ils ont fait tout ça, tout gag dans le ministère, ils ont dit moi j'ai fait gagner éducation. Mais jusqu'à présent, le groupe Anouan GPRD, nous ne connaissons pas le ministère. Et même le ministère, ce n'est pas parce qu'on est ministère obligé de voter tête baissée, ce n'est pas ça lié. Sénateur, bagaille c'est dilué, c'est négociation. C'est nous sommes au ministère de voter. Voter pour. Non, il y a un individu au ministère, pas un groupe au ministère. Groupe GPRD, il y a un Kidler Augustin, il y a un Willow, il y a Jacquito, Jacques Sauvageant, il y a un Dieudonne, il y a un Wilfried Guérin. Si je ne Dieudonne au ministère, c'est Dieudonne pas au ministère. Si je ne Jacquito au ministère, si ce n'est pas le groupe là qui décide, le Jacquito va dire non, jusqu'à présent là, il n'a pas une grosse chance pour passer dans le Sénat. Et puis, ce n'est pas trop facile. Parce qu'il y a un peu de gros dossier, peut-être la commission a fait monter là, la commission va pour travailler sur eux. Parce qu'il y a bien des recommandations qu'a fait la commission. Hein, et que la commission est obligée de tenir compte de eux. Parce que son pays est tout à fait spécial, le pays aillé, cadeau, pas de mise encore. Le sénateur du centre, Willow Joseph. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Jean-Marie Reynaldo Brunet, blâme le directeur général du MICT, Fednel Monchéry, pour avoir à son insu sollicité auprès de l'ambassadeur dominicain en Haïti des visas en faveur de 27 agents spéciaux du service d'intelligence nationale. Seul le ministre de l'Intérieur a la pleine responsabilité légale d'engager le ministère à de telles fins, a écrit le titulaire du MICT dans une correspondance adressée à Fednel Monchéry, auquel il demande de surseoir à cette démarche. Elle est aussi dure, la réponse du directeur général. Se disant énormément stupéfait, Fednel Monchéry s'inscrit en faux contre le contenu de la correspondance que lui a adressée son ministre de tutelle, dénonçant une volonté de provoquer un scandale à travers la fuite de cette lettre. Fednel Monchéry rappelle à Jean-Marie Reynaldo Brunet, je cite, qu'avant de lâcher de telles accusations, il aurait pu prendre le soin de lui demander des comptes. Des employés du ministère de la Culture et de la Communication ont organisé hier un mouvement de protestation devant les locaux de l'institution à Bois-Vernat. Les protestataires qui avaient érigé des barricades de pneus enflammés exigeaient de meilleures conditions de travail ainsi que la disponibilité de la carte de débit. Ils s'en sont pris au titulaire démissionnaire du ministère de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, qui, disent-ils, ne s'est pas présenté à son bureau il y a belle lurette. Il menace de poursuivre le mouvement pour contraindre Jean-Michel Lapin à faire droit à leurs revendications. Les déclarations de quelques protestataires au micro de Marie-Gélène Saint-Aimé-Macéus. Le ministère de la Communication, nous avons des années maltraité un bon ministère là. Nous avons certains des ministres Lapin qui nous tendent qui ministre culture et communication. Monsieur Sonag qui fonctionne avec culture seulement. Affaire communication presque pas connaît. Il passe pas connaît. Son ministre qui va jamais dans le bureau. Son ministre si vous si on bagaille pour la même de l'eau, même papier pour aller dans la toilette, c'est en bas misère. Est-ce que vous comprenez? Et le journée aujourd'hui là, l'école ouvrie, tout côté, tout ministère, tout bureau, bien quoi, journaliste ou comme ça très bien samedi là. Tout côté bail 4 débit pour tout employé. Nous même Des difficultés techniques nous empêchent d'écouter l'intégralité des protestataires du ministère de la Culture et de la Communication. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains a organisé hier une conférence débat autour du thème agriculture familiale et insécurité alimentaire en Haïti. Les intervenants Amel Cazo de la CNSA et Rico Jean-Pierre de la PAPDA n'ont pas caché leurs inquiétudes. Ce sont plus de 3 millions d'Haïtiens qui sont actuellement en insécurité alimentaire dans le pays. Le responsable de programme de la POHDH, Roosevelt Jean-Félix, dénonce les autorités qui n'ont pas pris des mesures idoines pour faire face à la crise alimentaire à laquelle le pays se trouve confronté. Nous l'écoutons. Insécurité alimentaire et agriculture familiale. Le pays a fait face avec une grosse crise alimentaire. Dernier rapport CNSA fait qu'on a gagné environ 3 millions de monde qui sont en insécurité alimentaire. Évidemment, nous avons privé là parce que pas gagné vraiment des dispositions qui prend pour définir des politiques agricoles qui viables par rapport à la disponibilité capable là, mais la majorité de la population n'a pas de moyens pour avoir accès à les produits alimentaires. J'ai un taux d'inflation, l'a augmenté journée jeudi, d'après dernières statistiques, mon taux d'inflation
environ 19 à 20%. Un bail qui est extrêmement grave. Population qui n'a plus d'insécurité alimentaire aiguë, majoritairement c'est population rurale là. Situation bien inquiétante pour tout le monde qui réfléchir sur question avenir paysan parce que son population environ 10 millions d'habitants sur plus que 3 millions qui n'ont insécurité alimentaire qui n'a grand bout, son bail extrêmement grave. Et je pense que ça t'a doué interpeller dirigeants paysans pour prendre des mesures rapides parce qu'il y a urgence pour accompagner surtout pour les gens qui sont plus vulnérables dans le fléau ça qui a traversé. Les communes de l'Arcaïa et de Cabaret sont plongées dans le noir depuis plusieurs semaines à cause de la génératrice du bureau local de l'EDH qui est tombée en panne, ajoutée à la pénurie de carburant, nous dit Paul-Édouard Éloi. Commune Arcaïa et Cabaret plongées dans blackout depuis plusieurs semaines à cause de moteur EDH là qui en panne, mettez sous ça, problème raté gaz là, coordonnateur exécutif centre commercial EDH là dans la zone non, André Pierre fait qu'on est, problème non presque résoudre, pendant le critiquer, abonnez les dit refaisait payer courant. L'on par exemple moins environ un petit poussière monnaie manqué pour 2 millions de gouttes de gaz achetés le mois pour AKR Cabaret courant. L'on prend deux communes, l'on prend par exemple parfois AKR collecté par exemple 150 000 gouttes, 200 000 gouttes, AKR au cas combien mille gouttes, 200 000 gouttes, avec que 2 millions de gouttes qui c'est 500 000 gouttes qu'on pas ramasser pour deux communes. Ça montre que Mounio c'est simplement monté sur les réseau prend prise, mais il n'a pas tenu compte pour venir faire demande compteur. Moi-même, je dis que aussitôt que EDH fait résoudre le problème, parce qu'il y a deux moteurs qu'il a, c'est les transformateurs qui ont fait mise en place pour mettre pour venir plus grande capacité dans la production. Aussitôt que le problème de production est résolu, moi-même, courant pour le bail, je dis l'enjeu qui vient là, nous allons croiser les gens qui prennent prise, nous allons croiser et puis en plus tout, la population pas de service, nous allons voir comment nous sommes capables de remédier problème pour nous au service. Nous avons souligné, la population dans la zone ça fait qu'on est, c'est de temps en temps moteur en panne à cause je dis les trop anciens ils souhaité responsable EDH remplacer sans perdre du temps. Paul-Édouard Éloi Arcaïa Vision 2000.